On va tout de suite bientôt vous présenter les panélistes. Je vais juste spécifier qu'il n'y a pas eu de demande en accessibilité, donc pour l'instant, nous n'avons pas d'interprète pour l'événement. Et on vise à terminer 5 minutes avant la fin, donc pour laisser le temps à tous les participants et participantes. Christine, vous êtes en mode silence. On ne vous entend pas. Ah non, t'entends plus. Yes, no? Yes. Yeah, it's right. good. So the magic of computer. Okay, so I was saying that please feel free. This is a dialogue. We want to make this a conversation. I'm going to start with, Christina will put in the chat guidelines for inclusive conversations. We want to make sure that this remains a safe first space and that you can engage in a way that's conducive to sharing points of view. And so I will start right away by presenting the panelists today. We have 4 panelists with us today, et je vais commencer en ordre alphabétique. Non, pas en ordre alphabétique. Je vais commencer de façon aléatoire. Donc, Vincent Richard, qui est avec nous. Bonjour, Vincent. Bonjour, Christine. Donc, cumulant 10 ans d'expérience en tant que travailleur social dans le domaine de la pédiatrie sociale et de l'immigration, Vincent Richard a travaillé plus de 6 ans au programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile, le PRIDA, qui est dans notre CIUS. Avec la réouverture des frontières canadiennes en novembre 2021, Vincent est devenu chef d'équipe sur l'un des sites d'hébergement qui accueille des milliers de demandeurs d'asile désirant s'installer au Québec. À l'automne 2023, il a complété sa maîtrise en médiation interculturelle à l'Université de Sherbrooke. Et pour lui, les réalités et les enjeux liés à l'accueil, l'intégration ou l'inclusion des migrants à statut précaire font partie de ses intérêts. Donc, depuis décembre 2023, il s'est joint à l'équipe du CERDA comme professionnel de recherche et de mobilisation des connaissances. Juste nous rappeler qu'est-ce que c'est le CERDA, c'est le Centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile, et qui a pour mandat de soutenir les centres intégrés mandatés dans l'organisation clinique des services d'évaluation du bien-être et de l'état de santé physique des réfugiés, notamment en fournissant des services conseils et des activités de transfert de connaissances. Bienvenue, Vincent. Merci. Ensuite, je vous présente donc Monica Carcamo Hernandez. Bonjour, Monica. Bonjour. Monica a une formation en psychologie en intervention éducative et en action communautaire, est actuellement travailleuse sociale depuis 2009 au CIUS du Centre-Ouest, au PRIDA depuis 2012, et tient le rôle de spécialiste en activité clinique depuis 2022 pour les équipes d'accueil et d'hébergement. Donc, je vous rappelle, le PRIDA, Programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile. Et Stéphane Pierre, également avec nous. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Christine. Donc, Stéphane est un expert en politique publique avec plus de 12 années d'expérience polyvalente au sein d'organisations à but non lucratif en Europe, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il possède une forte expertise dans l'élaboration des programmes sociaux, la mise en place de relations interculturelles, la multidisciplinarité, l'intervention sociale et l'animation auprès des personnes réfugiées et demandeuses d'asile. Il utilise son expertise en politique publique et en économie sociale pour faire émerger les nouvelles idées pour la réalisation, la planification, la mise en œuvre de projets pertinents, inspirants et structurants pour des communautés. De plus, il est invité également à titre de panéliste pour venir témoigner de son propre vécu antérieur comme personne ayant déjà demandé l'asile. Et finalement, Mélanie Anne Smithman, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Donc, Mélanie Anne est chercheuse postdoctorale au Upstream Lab de l'Université de Toronto, qui est axée sur la mise à l'échelle des innovations en première ligne en santé. Avec ses formations en développement international, santé publique et recherche sur les services de santé, son expertise relie l'innovation sociale, l'amélioration de la qualité ou l'implantation et les politiques de santé pour améliorer l'équité en santé.
Mélanie-Anne co-construit, soutient la mise en œuvre et évalue des initiatives pour améliorer l'accès aux soins primaires, comme par exemple les paires navigateurs, les guichets d'accès, etc. Pour dépister et prendre en charge les déterminants sociaux de la santé en première ligne, fournir des services aux populations confrontées à des barrières systémiques et soutenir les capacités des équipes de première ligne et du système de santé pour répondre aux besoins de santé de nos populations. Donc, bienvenue Mélanie-Anne. D'entrée de jeu, donc, on va lancer la conversation. Comment on fonctionne habituellement dans les Discuss and Digest, c'est que nous allons lancer des questions aux panélistes pour mettre la table. Mais ensuite, vous êtes évidemment bienvenus. Everyone is welcome to join the conversation and to ask questions, to share comments on the topics that we're going to be touching on today. So we'll start with questions to the panelists. And our first question, let's start with the beginning. What is health equity and why is it of interest? Qu'est-ce que c'est l'équité en santé et pourquoi c'est important? Alors, Mélanie, Anne, j'avais envie de commencer avec toi pour mettre la table. Merci. Oui, donc petite question, qu'est-ce que c'est que l'équité en santé? C'est quand même un des 5 objectifs de nos systèmes de santé. Donc, on sait qu'on vise à améliorer la santé des populations, l'expérience de soins des patients, de contenir les coûts, d'améliorer les expériences de nos équipes de soins. Mais transversal à tout ça, il y a l'équité en santé. Donc, qu'est-ce que c'est l'équité en santé? La définition, si on veut, assez globale, générale, qu'on utilise souvent, c'est une opportunité similaire d'atteindre un état optimal de santé. Donc, ça ne veut pas dire qu'on vise le même état de santé pour tous, parce qu'en fait, c'est impossible. On peut s'imaginer, c'est pas comme l'égalité. Donc, on peut s'imaginer quelqu'un qui vieillit n'aura pas le même état de santé que quelqu'un qui est plus jeune. Ça, c'est tout à fait normal. On ne peut pas éviter ça. Ce n'est pas une question de justice nécessairement. Quand on parle d'équité en santé, on est vraiment dans des notions de justice sociale. Donc, est-ce qu'on est capable de réduire le fardeau de santé que certains groupes désavantagés vont vivre? Ça implique une répartition des ressources, tant au niveau du système de santé que des autres ressources, économiques, sociales et politiques. Et puis, la raison pour laquelle on parle beaucoup d'équité, surtout dernièrement dans les dernières années, c'est, premièrement, c'est une question de justice sociale. C'est un droit, la santé. On se doit d'offrir une opportunité équitable aux différents membres de notre société d'avoir accès à la santé. Au-delà de l'argument de justice sociale qui ne convainc pas tout le monde, il y a d'autres arguments quand même pourquoi c'est important. L'OMS s'est positionné pour dire que l'équité, en fait, l'iniquité tue. C'est une raison de vie ou de mort. Si on regarde juste l'île de Montréal, on sait qu'en différents quartiers, on a près de 11-12 ans de différence d'espérance de vie entre les différents quartiers juste sur l'île de Montréal. Ça, c'est dû à des différences socio-économiques, donc les quartiers plus défavorisés où on a des chances de mourir beaucoup plus jeunes. Une autre raison, mettons qu'on est dans un CIS ou un CIUS, c'est ce qu'on appelle la responsabilité populationnelle. Donc, on a un devoir de desservir une population sur un territoire donné. Si on veut arriver à faire ça, quand on a une diversité de population, il faut s'intéresser à l'équité en santé. Sinon, on n'arrivera pas à rejoindre tous les différents groupes. Dernièrement, c'est sûr qu'on a tous en mémoire la pandémie, qui n'est pas si loin derrière. Je pense qu'on ne peut pas tous être en santé si on ne s'adresse pas aux groupes de la population qui vivent un fardeau plus large lorsqu'il est question de pandémie ou de maladies qui sont plus infectieuses. Finalement, l'autre raison plus sociétale, c'est qu'en fait, on sait que quand on s'adresse aux questions d'iniquité en santé, on réussit à avoir une meilleure économie, meilleure productivité sociétale, mais aussi qu'on est capable d'avoir une société qui est beaucoup plus stable. Donc, quand on est dans des sociétés où il y a des iniquités de santé beaucoup plus grandes, c'est là qu'on voit des taux de criminalité qui augmentent, instabilité politique et tout ça, qui peuvent s'installer, qui sont beaucoup liés aux questions d'équité en santé. Donc, c'est beaucoup plus large que juste la question de justice sociale. Je vais m'arrêter là. Mais merci pour cette mise en bouche ou cette façon de nous aider à avoir toute la même compréhension de ce que c'est l'équité en santé. I have a little question for you though. Do you have examples of, it just brings to mind the question of, are there countries where we would say, oh, health equity is really advanced and, you know, we can witness the stability of within the population like you just mentioned? Absolutely. I would say
often we'll see greater health equity in countries where they have better social programs and social policies. So really kind of the drivers of health inequities are often economic and social. So if we have a really good kind of social net that supports the population, we'll have like education, income, and things like that. We'll have much better health equity. So, you know, classic examples are Scandinavian countries that we kind of always kind of refer to. We might think of countries, even like countries who have more kind of socialist or communist policies sometimes will get closer to health equity. In contrast, you'll have countries like the US or Brazil where the disparities are so big in terms of health outcomes due to very huge inequities in revenue and other opportunities that are really not even related to healthcare. Yeah, thank you so much for bringing that unannounced. On a aujourd'hui décidé qu'on allait parler de l'équité en santé, puis de l'iniquité en santé, puis on va continuer avec cette conversation-là. Puis je voulais le dire d'entrée de jeu, on a invité donc Vincent, Stéphate et Monica également, avec la perspective d'un cas de figure, donc a case figure with the refugees and asylum seekers. Alors, c'était pour venir exemplifier les défis quand on parle d'accès aux soins de santé, de traitement et de health outcome. So we thought it would be interesting to bring that in a very concrete way to the conversation. Et comme au CIUS, on a l'équipe de Prida, on a l'expertise de CERDA et on a la chance d'être en contact avec Stéphate. On s'est dit, bon, c'est pertinent d'amener ces concepts de façon très concrète dans la conversation. Là, on a essayé de définir un peu qu'est-ce que c'est l'équité en santé. Je ne sais pas si quelqu'un des panélistes veut ajouter quelque chose ou si je passe à ma deuxième question. Et oui, je pense moi-même. Oui, Stéphate. En effet, c'est très pertinent la façon que Mélanie a abordé les termes équité en santé. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Mais maintenant, si on voulait regarder pourquoi l'équité en santé, maintenant, si on voulait la comprendre, on doit la regarder dans deux angles différents. On doit la regarder dans un angle juridique et puis aussi on doit la regarder dans un angle humaniste. Okay? Dans un angle juridique, c'est un droit. C'est un droit qui a été garanti dans la Constitution canadienne, dans l'article 1 et 2 de la Constitution de 1985. Ça a été garanti que tous les résidents canadiens ont droit à avoir une santé équitable, peu importe son statut social et peu importe son statut immigratoire. Et ça a été aussi garanti dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que le Canada en fait partie. OK? Eh bien, là, on n'a pas de là-dessus certains droits. Eh bien, si certains droits, maintenant, on a le devoir pour défendre ce droit. On a une obligation morale de défendre ce droit. Eh bien, c'est là, maintenant, on parle de l'aspect humaniste, l'aspect juridique et l'aspect humaniste. Je trouve ça vraiment pertinent avec la définition de Mélanie. En fait, c'est ça que je voulais avancer. Oui, merci beaucoup, Stéphane. Et Ouais. j'invite tout. Oui, Vincent. Ben non, mais justement, ça me fait penser justement entre le droit et réalité. Ça fait partie de l'équité. Quand on parle beaucoup des personnes réfugiées en demande d'asile, c'est que oui, l'accès à la santé devrait être un droit, mais souvent, dans la réalité, dans la pratique, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la couverture médicale, par exemple, il y a un droit qui est donné, mais qui n'est pas nécessairement compris par tous les professionnels. Ce qui fait qu'il y a des inégalités, des iniquités au niveau de l'accès à la santé. Donc, par exemple, les personnes réfugiées en demande d'asile ont accès au programme fédéral de santé intérimaire, qui est un peu l'équivalent de la RAMQ, mais qui n'est pas la RAMQ, qui est le fournisseur, c'est un fournisseur de services qui est Médaille Croix-Bleue, qui va s'occuper de défrayer les coûts. Donc, qui fait que, c'est ça, il y a des différents milieux, mais qui ne connaissent pas c'est quoi le PFSI, qui vont pouvoir refuser un accès à une personne réfugiée en demande d'asile, en disant, non, nous, on prend que des personnes sous la RAMQ, tandis que, au final, il y aurait accès à pouvoir suivre, à avoir le traitement. Là. C'est un exemple qui se passe sur le terrain. Merci pour ça, Vincent, parce que c'est ça. Là, dans le cas des réfugiés et demandeurs d'asile, on a vraiment
on pourrait parler du statut migratoire ou du statut de citoyenneté qui a un impact sur l'accès, le traitement et les résultantes en santé. Donc, ce serait vraiment comme ce groupe social-là qui est en lien avec le statut migratoire ou le statut de citoyenneté qui serait visé particulièrement. Puis je trouve que c'est ça qui est intéressant de mettre en lumière. On a parlé de qu'est-ce que c'est l'équité en santé. Je ne sais pas si on veut parler de qu'est-ce qui cause l'inéquité parce que ça peut être une autre façon de regarder cette même question-là. Je ne sais pas, Mélanie, si tu veux y aller. Oui, je peux bien commencer, puis les autres pourront renchérir. Donc, on a quand même de la recherche qui dit que les causes des iniquités, ce sont les déterminants sociaux de la santé. Donc, ce sont ce qu'on comprend comme étant les conditions dans lesquelles les gens naissent, grandissent, vivent, jouent, travaillent, vieillissent et décèdent, qui sont vraiment les causes racines des iniquités en santé. Donc, l'Association médicale canadienne avait émis un graphique là, il y a un certain temps qui nous montrait très clairement que 50% de ce qui nous rend malade, en fait, ce sont les déterminants sociaux de la santé. Des choses comme l'éducation, le revenu, l'accès à la nourriture, au logement, le soutien social qu'on peut avoir. Ce sont souvent des choses qui sont modifiables par des politiques publiques. Il y a aussi dans les déterminants sociaux de la santé des choses qui ne sont pas modifiables par les politiques publiques, des choses comme notre sexe, notre genre, notre identité culturelle, notre statut migratoire, par exemple, qui peut venir jouer là-dedans. Et ce ne sont pas des choses qui sont modifiables. Ce qui est modifiable par rapport à ces déterminants-là, c'est la façon dont les systèmes réagissent à nos caractéristiques socio-démographiques. Et souvent, on va dire que ce sont des déterminants politiques, des déterminants économiques, environnementaux, digitaux maintenant, l'accès à l'Internet, des choses comme ça, des déterminants juridiques, donc l'accès ou la pression, la discrimination par les systèmes juridiques. Donc, ce sont toutes différentes sphères de ce qui explique les iniquités en santé. Et c'est beaucoup lié à des questions de pouvoir, de ressources et d'argent, et particulièrement à qui est systématiquement ou systémiquement exclu de ces ressources-là. On peut penser au Canada, par exemple, aux peuples autochtones, qui sont un exemple très flagrant de cette exclusion au fil du temps de terres, de ressources, de pouvoir politique, qui a mené à une détérioration de leur déterminants sociaux de la santé, l'accès à l'eau potable, notamment l'accès à des revenus, qui causent des disparités, des inégalités qu'on peut observer dans les résultats de santé de ces populations. Donc, quand on pense à nos systèmes de santé, c'est un autre système par lequel, comme Vincent expliquait, on va souvent voir se définir là, ces iniquités-là par les déterminants sociaux de la santé. On dit aussi que l'accès aux soins, c'est un autre 25% de ce qui explique quand même 25%. Donc, les déterminants sociaux seraient 50%, mais l'accès aux soins serait un autre 25% qui vient expliquer les iniquités en santé. Puis quand on parle d'accès aux soins, là, Vincent nous donnait un exemple tout à l'heure, mais est-ce on peut décliner ça avec quelques exemples supplémentaires, puis on va revenir aux exemples des réfugiés, des personnes qui demandent l'asile. C'est à moi que tu poses la question, Vincent? Oui, ben, je parle à tout le monde. Est-ce qu'on peut sortir d'autres exemples là, quand on parle des difficultés d'accès spécifiquement? Parce que là, on comprend bien là, au niveau de 50%. Dans le 25%, est-ce qu'on a des petites... do we have some examples we could give? I can maybe start, and then Vincent, si tu veux ajouter. Mais, so we did a lot of work on this. And we have in research, we have this famous article that was written in the 70s by Tudor Hart, and that explained the inverse care law. So essentially, our health systems kind of always tend to serve the population that needs it the least. And so that's the inverse care law. So those who need care most tend to be excluded from care the most. And that is for different kind of market reasons, social, political reasons, and they're excluded from access to care. In Quebec,
access to care is so difficult that we have a third of our population that is excluded from most of our care just by the fact that they don't have a family doctor. So all of these unattached patients, that's a very clear example of inequity. And when we look at who's unattached, it's not by accident often that these patients are unattached. They're often recent immigrants, people with lower income, lower education levels, people who suffer from mental illness will kind of be excluded often from having a family doctor. So we see certain groups of population who are systemically disadvantaged from having access to care. So that's another good example. We often also talk about people who don't speak the main language. So depending where you are in the world, that might change, but just that language barrier for having access to care. In Quebec, for example, you'll have Anglophones who often will kind of, have barriers to accessing care, whereas in the rest of Canada, Francophones will have barriers to accessing care. So kind of depending on where you are and what the dominant system is, we'll have different groups of the population who are kind of systemically excluded or face very big barriers to accessing that care. Yeah, and I guess somehow the policies were not designed with everyone in mind, right? That's also what's brought into light. L'élaboration des pratiques, des politiques, des processus n'a pas réfléchi à mettre au centre de cette élaboration-là les personnes qui seraient plus vulnérables ou plus en besoin. And even further, some policies were designed to exclude certain people on purpose. Et je serais curieuse de me tourner, merci infiniment Mélanie, de me retourner vers Stéphane, oui? Oui, en fait, je trouve vraiment intéressant quand Mélanie parle de la déterminante de la santé. En fait, moi, j'ai un langage propre, j'appelle ça les besoins de base. OK, les besoins de base. Maintenant, quand les besoins de base ne sont pas réunis, et les risques pour avoir des problèmes en santé est très grand, en fait. Maintenant, on va voir un exemple, on va prendre un exemple très clair. Vous allez voir dans des pays sous-développés, comme dans des pays en Afrique ou en Amérique latine, on va voir la durée de vie d'une personne est beaucoup plus moins que la durée de vie d'une personne qui vivait dans un pays sous-développé, comme le Canada, par exemple, ou les États-Unis et la France. Okay? C'est juste pour rejoindre Mélanie, quand elle parle les déterminants de la santé, je trouve que c'est vraiment intéressant, mais moi, j'appelle ça les besoins de base. Les besoins de base, comme la nourriture, un logement et l'emploi. Et tout cela, ce sont des facteurs qui sont des facteurs qui rejoignent avec le point de vue de Mélanie quand elle parle sur le déterminant de la santé, en fait. Oui, puis si je peux faire... Monica, oui, vas-y. Oui, si je peux faire du pouce sur Stéphane, dans le fond, Mélanie, l'image que tu avais partagée, je trouvais que ça parlait beaucoup. C'était comme quand on voyait un peu justement l'impact que ça avait. Mais je pense que Vincent avait partagé au niveau de l'ordre des TS aussi, il y avait un diagramme que c'est sur les déterminants sociaux de la santé. Puis pour nous, c'est comme la base là, de l'évaluation qu'on rencontre les clients. Donc, c'est sûr que c'est comme toutes les layers qu'on doit comme évaluer. Puis ça me fait penser, comme Vincent disait tantôt, le PFSI, la couverture médicale, tout ça, nous, on le voit, là, si pas au quotidien, au moins à toutes les semaines avec nos clients qui ont différents problèmes de santé physique ou mentale et un peu les barrières qu'ils confrontent là, malgré qu'ils ont accès au système. Donc, souvent, c'est un exercice constant qu'on doit faire de sensibiliser le réseau de la santé, surtout au niveau public, là, le droit d'accès aux soins de santé. Donc, c'est un combat un peu constant, autant pour les clients que pour nous aussi, pour aider les clients. Je pense que pour distinguer aussi, tantôt, Christine, vous avez parlé des statuts migratoires, réfugiés installés. Des fois, on confond aussi entre réfugiés et demandeurs d'asile. On a tendance à mélanger les deux terminologies, mais c'est quand même deux statuts distincts et différents qui donnent un accès à des services différents aussi. Donc, une personne réfugiée, c'est vraiment important de savoir que c'est une personne qui a une résidence permanente. Dans le contexte de réfugiés réinstallés, c'est des personnes, mettons, qui ont fui leur pays, qui ont fait une route migratoire, se sont établis dans un pays de transition et qui ont été sélectionnés, par exemple, par le Canada ou le Québec pour être réinstallés dans un pays plus sûr. Donc, ils arrivent avec une résidence permanente. Première année, ils ont une couverture médicale PFSI, mais au bout d'un an, ils obtiennent la RAMQ. Donc, ils peuvent après ça s'inscrire à avoir un médecin de famille. Mais
Autre question de médecin de famille, c'est intéressant. Là, je reviendrai parce que je vais rebondir là-dessus. Mais demandeur d'asile, c'est ça, c'est qu'il arrive avec une résidence temporaire, un statut temporaire qui fait que ça peut perdurer plusieurs années aussi. Ça peut perdurer dans le temps. Donc, on a toujours un peu l'épée des Damoclès au-dessus de la tête, à ne pas savoir s'ils vont être acceptés comme réfugiés ou non, est-ce qu'ils vont devoir retourner dans leur pays d'origine. Donc, il y a ça aussi qui distingue. Donc, je pense que c'est important de le savoir aussi sur le terrain, parce qu'au niveau des problématiques rencontrées aussi, au niveau de la manifestation de la détresse ou au niveau de la santé mentale, la santé physique, ça peut avoir un impact. Et justement, l'accessibilité à un médecin de famille, là, je pense qu'on est plusieurs Québécois aussi qui n'ont pas de médecin de famille, là, qu'on est sur la liste depuis plusieurs années. Ben, je pense que l'enjeu aussi qu'on retrouve avec les personnes réfugiées en demande d'asile, c'est que souvent, ils n'ont pas une historique médicale non plus. Et le parcours migratoire dans lequel ils ont vécu, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Ils peuvent avoir vécu la malnutrition, la famine, ils ont peut-être dû se déplacer à cause des changements climatiques. Ça en fait partie aussi, je pense, dans les déterminants de la santé, là, tout au niveau du climat, l'environnement, et de la violence, des attaques. Donc, je pense que dans notre évaluation comme professionnel, c'est de voir aussi qu'est-ce qui s'est passé dans les pays de transition sur le parcours périmigratoire, parce que ça peut avoir un impact justement sur la santé, mais c'est ça, quand on arrive devant un médecin, puis des fois, qu'est-ce qui peut être difficile aussi à accéder, c'est des cas plus complexes, ça demande plus de temps aussi. Ils ne peuvent pas demander à avoir un médecin de famille, donc il faut qu'ils aillent de clinique en clinique à recommencer continuellement à expliquer les problèmes de santé. Comme je disais tout à l'heure, il y a des médecins qui refusent de les voir parce qu'ils ne sont pas fournisseurs avec le Médicament bleu. Donc, il y a ça. Puis, en dernier lieu, je pense que je peux continuer avec la barrière de la langue. Je pense qu'on en fait partie. On parlait français, Québec, francophone, anglophone. C'est vrai qu'on le vit beaucoup à Montréal, tu sais, avec le réseau anglophone, francophone. Puis c'est bien parce qu'aussi, on est bilingue, ça nous permet d'avoir souvent le personnel est bilingue aussi en soi. Mais pour une personne allophone, s'exprimer, des fois, même si le français ou l'anglais peut être une langue dans le pays d'origine, mais ça ne veut pas dire qu'ils le maîtrisent non plus. Et pour pouvoir s'exprimer, parler des problèmes rencontrés dans une langue autre, c'est assez complexe. Et ce n'est pas tous les milieux non plus qui ont accès à des interprètes. Montréal, on a la banque interprète interrégionale, mais si on va à Rimouski, si on va à Saint-Hyacinthe, pour voir l'accessibilité à un interprète, ça peut être encore plus difficile. Donc, ça nuit aussi à l'accès. Des fois, juste prendre un rendez-vous quand tu ne peux pas parler, mais on a beau dire appeler le 811, mais tu ne peux pas t'exprimer, mais tu ne seras pas évalué. Fait qu'il y a des gens qui dans le fond, leur maladie empire parce qu'ils ne vont pas voir les médecins. Donc, ça crée des problèmes sociaux et ça, dans le fond, moi, comme tu disais, Mélanie, je pense que ça crée aussi des inégalités à ce niveau-là, mais ça peut amener justement, ça rend pas la société plus stable non plus, ça va créer des gaps entre certains individus. Là. Certaines identités, oui. Au final, Ouais. ça revient aussi à certaines identités sociales. On essaie Ouais. de faire des liens ici, là. Mais c'est super intéressant ce que tu nommes. Puis moi, je me disais, je veux juste reconnaître qu'il y a un commentaire dans le clavardage qui dit que, en fait, quelqu'un précise que les réfugiés réinstallés seraient éligibles à la couverture de la RAMQ dès l'arrivée. Donc, ce n'est pas mon champ Ah oui, ça d'expertise. se peut. Mais merci pour cette précision, Noémie. Et puis, je veux juste faire un petit rappel avant que je rebondisse avec ce que j'avais en tête pour dire, inviter les gens à poser des questions, à lever votre main, à donner des commentaires. Vous avez une opinion à partager. On est dans une conversation plus que dans un webinaire ou une formation. On veut réfléchir ensemble. On discute aux obstacles. On discute des obstacles, systémiques que peuvent rencontrer donc les personnes dans l'accès, dans le traitement, puis qui a un impact aussi sur les retombées, sur leur santé à moyen et long terme. Donc, we're talking about access, treatment, and health outcomes. If we want to think about those disparities, I'm thinking, I was just listening to what Vincent, you were saying, and bouncing back of Melanie, access to a family doctor in Quebec in 2024 is a challenge for a lot of people. When you go to a clinic and you're told,
you have to give me only what's urgent. You know, I just want the top urgent, not the pile of your health issues. How do you get, you know, we have this framework where we want to be having an approach that is centered on the user, blah, 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 you know, and I think a lot of healthcare providers do believe in that approach. It's just that there's a limit to what they can do in the system. Alors, je me questionne sur qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut parler encore en 2024 d'une façon nouvelle et différente pour arriver à des nouvelles et différents résultats? Parce que quand le concret, c'est que si on se pointe à une clinique sans rendez-vous, on peut juste nommer une affaire. On ne peut pas sortir la liste de notre histoire de vie. Là. On n'est pas là pour ça. Donc, la question de l'approche holistique centrée sur la personne, de voir la personne dans sa globalité avec sa complexité, c'est évacué. Je ne sais pas, je réfléchis à voix haute. Là. I'm sure that it's thought of. Puis, on a des beaux cadres théoriques, mais... Ouais. Ça donne l'impression qu'on est beaucoup dans du curatif plutôt que du préventif. C'est qu'on va soigner un bobo, puis que le reste, je pense qu'on l'a tous vécu. Fait que quand tu es issu de l'immigration, puis que tu n'as pas cette compréhension-là aussi du système québécois, moi, je prends un exemple, ça m'arrivait souvent quand je travaillais à l'hébergement, on devait envoyer des gens à l'urgence parce qu'il y avait un malaise ou quelque chose, puis là, ils arrivaient, puis là, ils attendaient 3 heures, 4 heures, 6 heures, puis des fois, ils revenaient, puis ils me disaient « Ben, ils m'ont oublié. » C'est comme, je suis partie parce qu'ils m'ont oublié, puis j'étais ah non, c'est à l'urgence, c'est que ça prend beaucoup de... Comme c'est ça. Fait comme, je pense que c'est Stéphane comme on en parlait justement, comment expliquer aussi le système de santé aux personnes qui ne sont pas nées dans notre système québécois. Puis que des fois, c'est ça, la porte d'entrée n'est pas nécessairement l'urgence, c'est d'autres. Mais en effet, je pense que c'est la notion du temps, je pense qu'on en parlait de comme en approche interculturelle, ça prend du temps. Il faut prendre le temps, créer le lien de confiance. Mais notre réalité professionnelle, c'est que tout va vite. On a de moins en moins de temps. On a la bureaucratie aussi, je pense, qui prend le dessus. Fait qu'on, des fois, on va couper. Mais la personne peut le ressentir, ça aussi. Peut se sentir peut se sentir qu'elle n'a pas été écoutée, qu'elle n'a pas été entendue. Donc, on ne va pas nécessairement créer le lien de confiance, créer le lien avec le réseau. Donc, moi, j'arrête d'y aller. Merci. Puis, je ne sais pas si Monica, tu voulais rebondir. Oui, ben dans le fond, quand Mélanie parlait juste comme des anglophones dans la province, par exemple, et je me dis déjà, des citoyens ou des résidents ont de la difficulté à accéder aux services, donc encore plus nos clients qui sont allophones. Puis nous, PRIDA, c'est un programme régional, donc la majorité, elle se retrouve ici à Montréal ou les environs, mais on a des clients un peu partout. Donc, ce n'est pas juste avec notre CIUS. Donc, c'est quelque chose qu'on doit sensibiliser les autres partenaires aussi. Puis, c'est ça, je me dis, des fois, il y a des fortes attentes sur comme l'accès aux services pour nos clients parce que justement, ils ont vécu beaucoup de choses, mais toute personne qui a besoin de services de santé mentale qui veulent au niveau du réseau public, ben, il y a de l'attente. Donc, malheureusement, on n'a pas un fast track pour nos clients. Alors, il y a déjà certaines barrières pour les gens qui sont déjà citoyens, mais pour les nôtres, mais pour les demandeurs d'asile, c'est sûr que ça fait juste complexifier un peu la situation. Puis au niveau des interprètes ou la langue, ça, même au niveau Montréal, disons, on a tous accès à la même banque d'interprètes, mais c'est quelque chose qu'il faut des fois comme éduquer certains partenaires. Non, c'est pas nous qu'on va prendre des interprètes pour qu'il y ait une évaluation à un autre CIUS, par exemple. Vous avez accès aussi. Donc, il y a toute cette sensibilisation, puis à tous les niveaux, parce que ça peut être l'agent administratif au départ qui rencontre, comme ça peut être le professionnel qui rencontre à la fin de la route aussi. Donc, c'est ça. Ça me fait penser juste, si même les citoyens ont des difficultés d'accès, bien, pour les demandeurs d'asile, c'est juste encore plus compliqué, puis surtout qu'ils ne connaissent pas le système, donc de leur apprendre à eux comment ça fonctionne ici, comme dit Vincent, mais aussi pour les professionnels, pour qu'ils comprennent aussi comme l'accès aux services ou les droits des usagers, puis les barrières aussi qui sont présentes. Oui, merci pour ces éléments de réflexion, Monica, vraiment pertinents. Christina, I see your hand is up. Oui, je vois, il y a des questions dans le chat. Je voulais juste les flaguer. On a une question de Colette qui demande « Y a-t-il des solutions pour améliorer l'équité en santé? Quelles sont les instances qui adressent ces enjeux? »
Puis il y a une autre question de Goudeline qui demande quels sont les enjeux de l'équité en santé au Québec, particulièrement dans notre CIUS, et quelles sont les solutions durables. Donc, on parle des actions c'est ça. Merci, merci, merci. Je ne sais pas si on a des éléments de réponse. Je vois aussi qu'il y a une main levée. Donc, Marie-Ève, ça ne sera pas très long. Juste voir avant si on a un élément de réponse de la part des panélistes. Les questions sont aussi dans le clavardage. Bien, je dirais au niveau des... Ah, pardon. Vas-y. OK. Mais au niveau des demandeurs d'asile ou auprès aidants, il y a un conseiller cadre en partenariat qui fait des séances de sensibilisation à tous les mois, mais on est quand même ouvert aussi à faire à différents partenaires des fois pour faire si on sait exactement le type de questions où on va adapter la présentation dépendant du service. Mais sinon, il y en a qui sont ouverts, comme je pense, sont affichés à tous les mois les dates qui sont déjà prévues pour tous les partenaires, autant publics que communautaires. Donc, c'est une façon aussi d'un peu éduquer les gens sur l'accès aux services ou les droits aux accès aux services pour les demandeurs d'asile. Il y a un autre, un peu dans le volet sensibilisation, il y a, surtout dans l'accessibilité aux soins de santé, je pense qu'il y a un rôle qu'on peut jouer aussi pour parler de c'est quoi le PFSI, c'est quoi cette couverture médicale-là. Puis le PRAIDA et CERDA ont fait une collaboration pour développer un guide pour les fournisseurs de services PFSI, parce que souvent, les commentaires qu'on a dans les cliniques médicales ou professionnels, disent mais c'est compliqué, ça demande beaucoup de paperasse, mais ils ont vraiment simplifié la manière de le faire. Je pense qu'on pourrait vous le partager. Donc, des fois, dans votre milieu pratique ou dans votre environnement, si jamais il y a des cliniques qui sont plus réfractaires à s'inscrire comme fournisseurs, mais il y a des infographies, il y a des fiches synthèses qui peuvent être partagées pour vraiment expliquer comment ça se passe. Puis je pense que ça fait partie de plus que de gens qui sont fournisseurs de services pour le PFSI, mais plus grand l'accès aux demandeurs d'asile, aux soins de santé pour les demandeurs d'asile, les réfugiés vont l'être. Je pense qu'on l'a vécu depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il y a déjà plus de médecins, plus de professionnels aussi qui acceptent de voir des personnes en demande d'asile ou réfugiés. Donc, je pense que le fait aussi de nous comme professionnels qui travaillent auprès de cette population-là, on peut en faire partie aussi de cette clé de changement-là. Est-ce qu'on voulait ajouter quelque chose du côté des solutions durables ou on va y revenir puis on prend des interventions, Mélanie? Mais en fait, moi, je voulais aller peut-être un petit peu plus macro. Fait que peut-être qui est un peu à l'extérieur des pistes d'action dans un CIUS. Mais quand on regarde la littérature, on dit que les meilleures interventions qu'on peut avoir pour améliorer l'équité en santé sont en amont. Donc, comme au laboratoire où je travaille, on est Upstream Lab, donc on agit en amont. Donc, on n'est vraiment pas dans le curatif. Vincent t'a mentionné les soins préventifs, c'en est une partie, mais encore plus en amont que ça, c'est adresser ce que Stéphane appelle les besoins de base. Est-ce qu'on est capable de donner des logements aux gens qui sont en situation d'itinérance? Est-ce qu'on est capable de prescrire des revenus ou de l'emploi à des gens qui n'ont pas accès à un revenu suffisant pour rencontrer leurs besoins de base. Donc, on est beaucoup dans un mouvement actuellement dans le système de santé de social prescribing. Est-ce qu'on est capable de prescrire des choses sociales pour répondre aux besoins de base? Ce sont les causes racines pour lesquelles les patients se présentent avec des besoins de santé. Donc, c'est un non-sens de traiter un patient diabétique à l'urgence avec un médicament qui ne sera pas capable de se payer, qui n'a pas accès à de la nourriture, qui n'a pas accès à un logement et qui ne comprend pas les conseils ou qui n'est même pas en mesure de les appliquer, même s'il les comprend. Donc, on est vraiment dans un changement de paradigme. Est-ce qu'on doit agir beaucoup plus en amont parce qu'on est en train de d'une part, noyer les professionnels de la santé qui sautent à l'eau pour essayer de sortir les gens de l'eau. On a oublié de construire le pont qui va permettre aux gens de passer en amont. Donc, ça, c'est une part de réponse, puis c'est assez abstrait, mais il y a des interventions quand même concrètes qu'on peut faire pour agir en amont. D'autre part, on est vraiment dans
un modèle d'universalisme proportionné. Le CERDA, le PREDA, c'est des bons exemples où est-ce qu'on doit donner des services à tout le monde, mais on doit répondre en priorité à ceux qui ont un besoin plus élevé, un fardeau plus élevé de santé en mettant en place des services qui vont répondre spécifiquement à leurs besoins et à leur contexte de vie. Donc, c'est comme des services additionnels qu'on peut mettre. Et puis, finalement, l'équité en santé, en fait, ce qui est démontré, c'est que nos deux types de services qui ont le plus d'impact via le système de santé, c'est la santé publique et la première ligne. Donc, si on peut agir là où on rejoint le plus grand segment de la population, tout en prenant en compte leur contexte différent, c'est là où on a les meilleures chances d'arriver à une équité en santé. En ce moment, on investit seulement 5% de notre budget de santé en première ligne et 3% en santé publique, même pas 3%. C'est même pas la moitié de ce que font d'autres pays qui ont des meilleurs résultats d'équité en santé. Très intéressant. Merci, Mélanie, pour ces perspectives. J'ai plusieurs mains chez nos participants. Alors, je vais céder la parole par ordre. Là, je vois que Marie-Ève, ça a changé. Andréane. Andréane, on ne t'entend pas. C'est pas fait détrôner Marie-Ève. Marie-Ève, je t'invite à prendre la parole en attendant qu'Andréane organise son micro. C'est bon, merci. Je suis désolée, j'ai eu un appel de l'école. Donc, en fait, j'écoutais Mélanie, puis ça m'a beaucoup interpellée, tout ce qu'elle parlait, puis l'importance d'investir en prévention, en première ligne, puis aussi le 25% qui est lié à l'accès. Je trouve qu'on est dans notre établissement quand même à l'avant-plan avec ce qu'on est en train de faire collectivement ce midi. Puis là, je nous lance des fleurs là, avec cet événement-là, mais j'aurais envie de nous lancer collectivement un défi pour que dans les stratégies, justement, on aille plus loin. Puis là, je regarde dans les participants s'il y a des gens de la haute direction. Là, je vois Mme Kravitz qui est là. Donc, j'aurais envie de nous lancer un défi puis nous dire, bien, pourrait-on avoir dans notre établissement une politique d'équité en santé, quelque chose qui fait que collectivement, on prend position sur ces questions-là, puis qu'on se donne des orientations. Donc, je nous lance un défi. Merci, Marie-Ève. Merci pour ton intervention. Il y avait d'autres mains levées tout à l'heure. Je vois qu'elles ont été abaissées. Andréane, est-ce que ton micro fonctionne? Ça devrait. Oui. Des petits enjeux techniques. Merci vraiment pour cette opportunité-là, Christine, puis très heureuse de vous entendre tous. Initialement, je suis infirmière clinicienne, mais je travaille au Sherpa, donc qui est très cousin avec le CERDA et qui travaille avec le PREDA sur les questions d'accès aux soins, à la fois côté demandeurs d'asile, mais aussi côté personnes migrantes sans assurance médicale, donc qui est une toute autre catégorie dont on n'a pas parlé. Donc, je glisse un mot, en fait 2 mots. Le premier, parce que comme intervenante, comme infirmière, j'imagine qu'en fait, plusieurs d'entre vous entendez ce qu'on nomme, puis il y a un sentiment d'impuissance quand on pense à la première ligne, entre autres. Qu'est-ce que moi, je peux faire quand je croule sous un système qui ne répond pas nécessairement à ces enjeux-là? Je pense que, justement, dans l'intervention précédente, ben, on y répond un peu. C'est un appel au niveau du système aussi qui doit être fait à ce niveau-là. Mais vous n'êtes pas seul, je pense. Puis donc, ce besoin d'être outillé et ainsi de suite, on essaie d'y répondre de différentes façons. Il y a des outils du CERDA qui sont fantastiques, très honnêtement. Et de l'autre côté, je fais un appel, en fait, pour dire que côté Sherpa, il y a toujours ce défi de savoir, bien, en fait, c'est quoi le statut des gens? Est-ce que j'ai une personne demandeuse d'asile devant moi ou j'ai une personne qui n'a pas de statut migratoire? Ce n'est pas écrit sur le visage de la personne non plus. Ça peut être assez complexe et sensible comme question à les poser. Donc, bref, simple mot pour dire qu'en plus de la question des demandeurs d'asile, au niveau du Sherpa, je peux mettre là un petit mot, mon courriel. Il y a des formations, entre autres, qui existent sur comment départir, entre autres, les statuts, les travailleurs étrangers temporaires, ce à quoi ils ont accès ou pas, tout ce qui est au niveau des droits. Donc, peut-être que cet accompagnement-là aussi, de manière plus individuelle au sein de certaines équipes, peut intéresser certains d'entre vous. Là, donc, je déposerai mon courriel peut-être. Voilà. Oui, ce qu'on fera, Andréane, c'est qu'on le fera suivre dans le courriel qu'on envoie après l'événement. Puis pour la formation, notamment là, offerte par Jill et tes collègues. Merci pour ça. Il y avait d'autres mains levées tout à l'heure. Je voudrais juste laisser l'opportunité avant de revenir aux panélistes.
Je sais que Stéphane aussi voulait prendre la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Stéphane, la parole est à toi. Oui, Et exactement. C'est ensuite, juste, Maude. c'est juste pour faire un suivi. C'est juste pour faire un suivi avec, avec les idées que Mélanie a mis sur la table quand elle parle du système de prévention. Mais moi, je pense que c'est vraiment intéressant parce que dans des pays comme la Finlande, le Danemark et même le Cuba aussi, ce système de prévention est bien marché. Disons, au lieu de laisser les gens venir vers vous, eh bien, nous, on va aller voir ces gens-là. Eh bien, par conséquent, ils ont formé des agents de prévention en santé et puis ils ont ciblé des zones spécifiques par rapport avec des données qu'ils ont recueillies. Ils ont ciblé des zones spécifiques pour aller faire des préventions avec ces gens-là. Je pense que ça aussi peut marcher aussi à Montréal, au Canada en fait, si ça marchait à Finlande, au Danemark, mais pourquoi pas au Canada. Mais je pense que ce système-là pourrait mieux aider aussi. Mais c'est juste pour pouvoir donner une continuité avec les idées de Mélanie. Oui, ça nous donne des bons exemples. Merci pour ça, Stéphane. Et je vois que Maude, vous avez la main levée. Oui, excusez-moi, j'ai dû prendre un appel. Moi, je voulais juste amener un point parce qu'en fait, moi, je suis infirmière en soins palliatifs à domicile et on a eu à plusieurs reprises des difficultés justement dans un contexte de parcours migratoire. Le contexte le plus simple, c'était très, très récemment, j'ai eu un patient qui venait d'Alberta. Et malheureusement, le temps que son assurance d'Alberta versus la RAMQ embarque, tous les frais étaient à sa charge et on nous a même bloqués pour peut-être avoir des équipements à domicile. Donc, des gros enjeux en prise en charge et tous les médicaments étaient à la charge du patient. Et quand on est sur une fin de vie, c'est sûr que là, on parlait plutôt de prévention et tout ça, mais je trouvais que c'était vraiment, on a vraiment beaucoup, beaucoup de difficultés en termes de prise en charge. Et donc ça, c'est un exemple très simple, mais on a eu des exemples justement de réfugiés. Et puis là, nos médecins sont très généreux, entre guillemets, parce qu'on a des médecins à domicile qui acceptent de les prendre en charge, mais ils ne sont pas payés. On ne peut pas les faire non plus enregistrer. Et donc, quand on est dans une situation de crise ou de fin de vie imminente, parce que moi, je suis plutôt sur les derniers 6 mois, voire les derniers 3 ou 1 mois, on s'est retrouvé dans des situations très, très complexes, ou même pour faire venir les familles aussi. On a eu beaucoup de difficultés. Moi, j'ai une patiente qui vient de décéder, où sa fille devait venir de Chine. On n'a jamais pu avoir accès, malgré qu'on a fait des demandes avec des documents, à ce qu'elle puisse venir. Donc, donc finalement, le pronostic assez court. Elle est décédée au bout de 3 mois. C'est vraiment des gros, gros enjeux en termes justement de support, d'accessibilité et d'offres de services aussi en fin de vie. Donc voilà, je voulais juste apporter mon petit témoignage. Et si vous avez des trucs pour nous, laissez-nous savoir. Mais on connaît le PRIDA, mais on essaye vraiment de voir quels sont les accès pour pouvoir fournir rapidement les services dans un contexte comme ça. Donc voilà. Merci pour cette intervention, Maude. Vraiment une autre perspective sur une façon d'offrir les soins à la population qu'on dessert, puis les enjeux qui peuvent s'y retrouver. Vraiment riche. Monica? Oui, bien, ça me fait penser un peu au sentiment d'impuissance des fois qu'ont les professionnels, nous-mêmes au PRIDA, mais qu'on ressent aussi au niveau des partenaires. C'est sûr que nous, le PRIDA, c'est un programme régional, mais on fait partie de la première ligne. On est affilié au CIUS Centre-Ouest, mais ce n'est pas nécessairement par nous que tous les demandeurs d'asile ou que nous, on va pouvoir répondre à tous les besoins. Nos clients ils ont accès aux services de première ligne de leur CLSC. Et des fois, on a des appels de professionnels qui veulent comme nous transférer les dossiers, mais nous, on n'a pas de service spécialisé, donc on n'a pas d'enfance-famille, on n'a pas de jeunes en difficulté. Nous, c'est comme l'accueil et services généraux, mais avec un petit volet immigration où on a développé quand même certaines expertises. Mais des fois, c'est de rappeler aux clients, on enlève le statut, on oublie le statut, c'est quoi réellement la problématique, puis de là, évaluer la situation. Mais on a quand même aussi une ligne pour les professionnels. C'est sûr que nous, on est plus spécialisés demandeurs d'asile où il y a les réfugiés réinstallés, mais il y a tout type de statut ou de situation migratoire. Mais on a une agence de liaison qui c'est vraiment pour les professionnels, autant réseau de la santé que communautaire. Donc, si vous voulez avoir comme une discussion de cas, une consultation, juste réfléchir à 2, c'est vraiment une bonne ressource. Puis, c'est une de nos plus anciennes au PRIDA. Je pense qu'elle est rendue à 24 ans au PRIDA ou 23, mais elle s'y connaît quand même. Puis, au besoin, elle va consulter d'autres collègues. Ouais. Merci, Monica. J'avais le goût, puis là, on arrive à notre dernier tour de table, mais je vais juste lancer ça, puis ramener dans la conversation
le fait que l'équité en santé, évidemment, ça touche plusieurs populations. Et là, on a parlé beaucoup des personnes qui étaient en demande d'asile. Puis c'est correct, c'était ça qu'on voulait faire aujourd'hui. On voulait amener des exemples, des cas de figure de défis dans l'accès, dans le traitement, puis dans les retombées en santé for those populations. But I'm just wanting to be mindful to broaden the thought or the complexity of this conversation to different social identity groups. You know, we could talk about people who have a disability. We could talk about income as another point of entry. I don't know. There's different ways to see this. We talked about language. So I just wanted to broaden the scope and our understanding or our questioning and curiosity with this challenge of health equity and access, but also in treatment. What happens during the treatment? The capacity to be understood, the capacity to have the literacy necessary to understand also the treatment. How is that going to impact the health outcomes of those populations? Alors, c'est un sujet quand même assez complexe dont on fait évidemment pas le tour aujourd'hui. J'aurais envie de faire un dernier tour de table. Est-ce qu'il y a une main levée avant que je fasse ça? Colombe, je voudrais vous laisser la parole. Oui, bonjour, merci. Moi, c'était juste pour des petites pensées comme ça qui me sont venues, mais je trouve, je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas, mais il y a le rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse qui était sorti en 2021. Dans les recommandations, il ne parle pas que de ce qui relève de la DPJ, et ils font des recommandations, justement, tout ce qui a trait à la prévention puis à l'accessibilité qui sont vraiment comme très intéressantes. Et fait que ça, c'était mon premier point. Le deuxième point aussi, c'est quand on parle de la promotion de la santé. Ça pourrait être intéressant aussi de s'appuyer encore plus sur les organismes communautaires qui ne sont pas en santé. Je veux dire par là, par exemple, si on parle de notre CIUS, on a Multicaf, donc ils sont dans l'aide alimentaire, on a Promis, on a le CIARI, on a les centres communautaires de loisirs, puis eux qui sont vraiment une porte d'entrée parce que les intervenants qui travaillent là-bas aussi, ils sont en contact en fait tous les jours avec la population qui pourrait être en situation de vulnérabilité aussi. Et je trouve aussi que certains de ces organismes-là ne sont pas assez outillés. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, par exemple, le PRAIDA, qui ne connaissent pas le PFSI et tout ça. Puis même un organisme, un centre communautaire de loisirs, par exemple, ça pourrait être important de les informer là-dessus parce qu'il y a encore trop d'organismes qui, pour s'inscrire pour le loisir, puis on sait que le loisir, c'est reconnu en fait pour prévenir aussi puis améliorer la santé des personnes, qui demandent pour s'inscrire d'entrer le numéro de la RAMQ, par exemple. Fait que ça, c'est une barrière parce que c'est pas tous les enfants qui ont un numéro de RAMQ ou parce que les parents peuvent avoir peur aussi selon leur statut. Puis ça, en vrai, c'est pas quelque chose qui devrait être obligatoire de demander. Fait qu'il faut apprendre ou je n'ai pas vraiment là le terme spécifique en place, mais c'était pour rebondir un peu aussi sur ce que disait Vincent tantôt, c'est-à-dire que faire connaître le PFSI, tout ça, et même avec un, deux, trois, excusez. Par exemple, la carte d'identification qui est émise par Médecins du Monde de la ville de Montréal. Il y a beaucoup de centres communautaires qui ne le connaissent pas. Fait que ça met une barrière de plus aussi pour ceux qui voudraient avoir un accès aux loisirs, pour prendre cet exemple-là. Puis s'ils avaient accès à cette information-là, ça pourrait être aidant aussi parce que c'est comme reconnu comme une pièce d'identité dans le fond, fait que ça permettrait un accès plus équitable aussi dans le fond. Fait que c'était principalement ça. Puis je trouve aussi un autre point, c'était tout ce qui est périnatalité sociale, donc le développement de ça, de la périnatalité sociale, puis je pense qu'on pourrait même le développer à d'autres périodes de la vie, parce que là, on a principalement de la pédiatrie sociale puis de la périnatalité sociale, mais en fait, on pourrait développer ce modèle-là comme à plus large échelle ou ailleurs. Et ça, je pense que c'est un point qui est extrêmement important sur lequel on pourrait s'appuyer parce qu'il fonctionne vraiment de façon interdisciplinaire, de façon collaborative et en impliquant tous les différents acteurs du milieu, puis pas seulement de la santé. Donc ça pourrait être un levier, en fait, dans le fond, pour contrer les problèmes d'iniquité en santé. Voilà, merci.
Merci, Colombe, pour votre intervention. J'ai vu que le temps a filé. Alors, un grand merci pour ça. Je voudrais faire un petit tour de panel pour voir si vous avez un petit levier à nous partager pour la suite, chacun, chacune. Donc, pour mot de la fin, Stéphane, est-ce que je peux te lancer la balle? Un petit levier d'action pour le futur, pour l'équité en santé. Bon, en fait, je trouve que c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, je tiens à féliciter tous les travailleurs et les travailleuses dans le domaine de santé parce que je sais que ce n'est pas facile. Chaque jour, quand ils confrontent des problèmes différents et le jour, des fois, les gens arrivent avec du stress, les gens arrivent avec des nouveautés, les gens arrivent parce que normalement, il y a beaucoup de demandes et puis vous êtes peu, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a toujours il y a toujours des conflits, des fois, entre les travailleurs et les bénéficiaires. Je sais que ce n'est pas facile, mais félicitations à vous. Mais c'est ça, en fait. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de choses aussi qui devraient améliorer, qui doivent améliorer dans le système de santé. Par exemple, et très récemment, il y a une personne qui m'a appelé pour les aider à faire une chose. Et puis, je suis en train de les aider. Et puis, il m'a dit, Stéphane, est-ce que tu sais qu'avant hier, j'ai appelé Info-Québec, Info-Québec, c'est 811, ouais. J'ai appelé Info-Québec 811. Et puis, la fille qui a pris l'appel, elle m'a demandé mon nom, elle m'a demandé mon statut, elle m'a demandé est-ce que j'ai RAMQ. J'ai dit non, et puis elle m'a dit pas de statut, pas de RAMQ, pas d'information. Elle a raccroché. Voilà. Je pense que, disons, ces choses-là devraient améliorer. Je sais que ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que ces choses-là devraient améliorer. Mais c'est ça, mais vous, les travailleurs en santé, je sais que ce n'est pas facile, mais félicitations à vous, en fait. Merci pour ça, Stéphane. 30 secondes, j'y vais par ordre de mon écran. Mélanie, ensuite Monica, ensuite Vincent. Yeah, I think I'd like to talk about just 1 second about screening. So we can actually screen for the social determinants of health systematically, and we can collect that data at a populational level. And that gives us levers to put in place programs, services that serves our populations that aren't currently being served and that we're seeing in the eMERGE, that we're seeing in walk-in clinics over and over again, or who have unmet needs and they're just being excluded from care. So more data. I hear you. Thank you so much. Monica. Ben, je pense de façon générale, nous, une partie de notre travail, c'est comme ça depuis que je suis au PRIDA, c'est sensibiliser les partenaires parce qu'il y a du roulement de personnel partout, donc c'est un travail constant qu'on doit continuer. Puis au niveau de l'intervention, au niveau du travail social, je pense que c'est juste de prendre le temps d'écouter l'autre. C'est sûr qu'on ne va pas tout savoir, puis même avec le temps, l'expérience, on a toujours du nouveau. Puis c'est correct de ne pas savoir, puis de demander justement à l'autre de nous expliquer, puis d'essayer de comprendre ensemble, de consulter, puis justement de ne pas juste se concentrer sur le statut parce qu'on a quand même certaines obligations comme travailleur social, donc de prendre le temps de bien évaluer et voir c'est quoi la situation de l'autre. Super. Merci beaucoup, Monica. Vincent. Puis je trouve que ça me mène à cette posture d'humilité-là, de dire je sais ou je ne sais pas. Puis ça m'amène un peu à qu'est-ce que Colombe disait. Je pense qu'il faut se parler. Je pense qu'il faut apprendre à se parler, à prendre le téléphone, de prendre le temps. J'en parlais tantôt, mais de ramener le temps, de dire des fois, on pense économiser du temps, de dire je donne une prescription, tu t'en vas. Mais non, des fois, c'est juste de prendre l'appel, de dire OK, est-ce qu'on s'est bien compris, travailler en collaboration, opter pour des approches plus holistiques, qui fait sens aussi, je pense, avec les personnes issues de l'immigration. Donc, on se parler, s'informer, puis continuer la sensibilisation. Je pense qu'on est bien parti, mais c'est ça. Il y a des actions macro et plus miso qu'on peut poser. Là. Oui. Effectivement. Puis bon, on n'aura pas solutionné les enjeux d'équité en santé, mais on aura amorcé des réflexions aujourd'hui en votre compagnie, tous les quatre et il y avait tout à l'heure 80 quelques personnes. Donc, merci infiniment pour votre présence à toutes et à tous. Nous allons vous faire parvenir un courriel suite à cette rencontre où on vous mettra ensemble là, des ressources, une infographie, une capsule qui résume aussi le sujet d'aujourd'hui avec des ressources additionnelles là, qui ont été mentionnées par certains participants et aussi par nos panélistes. Alors, bonne fin de journée. Merci à toutes et à tous. À la prochaine, le mois prochain. Merci.